L'avortement. L'avortement. Cette nouvelle vague du féminisme souhaite que les femmes puissent disposer de leur corps comme elles l'entendent, et donc avorter si elles le souhaitent. Personne ne nous obligera à mettre au monde des enfants par force. Ça suffit maintenant, je suis fatiguée des gosses. Au terme d'une longue bataille menée par les mouvements féministes et certains mouvements médicaux, l'avortement est légal en France depuis 1975. La liberté qu'ont les femmes de disposer de leur Choisir d'interrompre ou de poursuivre une grossesse, c'est un élément clé de l'autonomie et de la liberté des femmes et de l'égalité homme-femme. L'avortement est un droit pour les femmes. L'avortement légal, lorsqu'il est bien organisé, protège les femmes d'une vie où elles ne pourront juste pas s'occuper d'un enfant et lui donner l'environnement adéquat pour qu'il puisse grandir. L'avortement est quelque chose qui appartient aux femmes et qu'on ne peut juste pas leur retirer, alors c'est normal de se battre pour le droit à l'avortement. C'est souvent ce genre d'argument que j'entends dans les débats sur l'avortement. Et je trouve ça intéressant à analyser parce que très souvent, on ne parle que très peu de l'enfant, du bébé. Pourtant, l'avortement se définit comme l'interruption volontaire d'une grossesse. C'est lorsqu'une femme décide de ne plus porter l'enfant qu'elle avait jusqu'ici. Donc, à un moment donné, la question du statut de cet enfant entre en ligne de compte. Alors, commençons cette vidéo par ça. Parlons-en de ce bébé. Du côté pro-choice, donc du côté des personnes qui soutiennent l'avortement, l'argument que j'entends le plus fréquemment, c'est « it's just a clump of cells ». I was trying to say, it's just a clump of cells, it's a tumor, okay? It's a tumor. And trying to be like, it's a baby. We just have fundamentally different belief systems. En clair, que l'enfant dont il s'agit dans l'avortement n'est pas un être humain, de sorte qu'on ne peut pas considérer que lorsqu'il y a avortement, il y a meurtre ou il y a tuerie. Donc je me suis demandé à partir de quel moment quelque chose entre dans la catégorie d'être humain. Biologiquement, quand est-ce qu'on considère qu'une personne est un être humain ou pas ? Parce que c'est une vraie question. Lorsque je parlerai, j'utiliserai concomitamment deux termes, le terme d'embryon et le terme de fœtus. Lorsqu'on parle d'embryon, c'est le nom qui est donné au bébé lors de sa première phase de développement. Donc, qui part de la fécondation jusqu'à à peu près la 8e semaine de grossesse. Le fœtus part de cette 8e semaine jusqu'à la fin du développement de l'enfant. Donc, c'est juste deux noms différents pour deux étapes de développement du bébé. Et dès la conception, l'embryon possède une signature génétique qui est distincte du père et de sa mère. Dès la fécondation, le matériel génétique de l'embryon est constitué de 23 chromosomes de son père et de 23 chromosomes de sa mère qui forment un code génétique original n'appartenant qu'à lui. Et c'est ce patrimoine génétique qui va déterminer son apparence, son sexe, son groupe sanguin, ses traits physiques. C'est à partir de ce moment-là qu'on va savoir s'il sera un bébé beau ou moche. Et à partir de la 17e semaine de grossesse, donc là ce n'est plus un embryon, c'est un fœtus, il va commencer à développer ses propres empreintes digitales. Bien que l'embryon et le fœtus dépendent de la mère pour les nutriments, pour l'élimination des déchets, il possède un métabolisme qui est propre à lui et qui se différencie de celui de la mère. Mais honnêtement, sur le plan biologique, le simple fait que quelqu'un ait un ADN différent d'un autre ne suffit pas à le qualifier d'être humain différent des autres. Non, pour déterminer réellement la vie d'un être humain, la biologie s'appuie sur plusieurs critères fondamentaux qui vont venir distinguer un être humain d'une simple partie du corps. Donc distinguer le fœtus, distinguer l'embryon, distinguer le bébé, l'enfant à naître d'une simple partie du corps de la mère. Ces principaux critères sont l'organisation cellulaire. Un être vivant doit être constitué d'au moins une cellule qui possède une membrane, un cytoplasme et du matériel génétique. Une organisation chimique complexe, c'est-à-dire que l'être vivant est composé de molécules complexes, donc des protéines, des lipides qui sont organisées de façon coordonnée. Un métabolisme, la capacité de se reproduire, la croissance et le développement, la réponse aux stimuli et l'évolution. Et le fœtus remplit tous ces critères parce qu'il est constitué de cellules organisé en tissus et en organes. Il possède un métabolisme qui lui est propre et il suit un processus d'évolution de façon totalement autonome, passant de l'état d'embryon à celui de fœtus, puis de nouveau-né. Il est capable d'utiliser seules les ressources produites par la mère pour son développement autonome. Je précise toutes ces choses parce que j'ai souvent entendu dans les débats sur l'avortement que l'embryon n'était pas différent de mèches de cheveux ou d'ongles de pied et que ce n'était pas parce qu'il était constitué de cellules que ça faisait de lui un être humain. Donc, ce clump of cells est capable de croissance, de développement, d'autonomie. Dès la conception, le zygote, qui est constitué de l'ovule et du spermatozoïde, entame un processus de croissance, de division et de différenciation qui mène ensuite à la formation d'un individu.
Certains biologistes parlent de la notion d'individualisme, qui est la qualité de ce qui appartient strictement à l'ordre de l'humain. Une étude biologique explique, et je vous mettrai toutes les sources de ce que je suis en train de dire dans la bio de cette vidéo, que les gènes fournissent un schéma directeur pour le corps dès le moment de la fertilisation, qui est constitué d'un code de nucléotides à 4 lettres et qui est propre à chaque être humain. Jérôme Lejeune, qui est un médecin de la génétique français, disait, je cite, « Accepter le fait que, après la fécondation, un nouvel être humain est né n'est plus une question de goût ou d'opinion. La nature humaine de l'être humain de la conception à la vieillesse n'est pas une affirmation métaphysique, c'est une évidence expérimentale. » À partir de là, je crois qu'on peut affirmer que, selon la définition biologique, donc scientifique, du début de la vie, l'embryon existe et entre dans la catégorie appelée humain dès la fécondation, dès le moment où l'ovule et le spermatozoïde ont en contact et forment un zygote. Donc, qu'il s'agisse d'un embryon ou qu'il s'agisse d'un fœtus, peu importe le nombre de semaines auquel l'avortement a lieu, le bébé qui se trouve dans le ventre de la femme à ce moment-là entre dans la catégorie d'espèces appelées être humain. À ce stade, les personnes pro-choice contrecarrent et disent alors que même si l'enfant entre dans la catégorie d'être humain, il n'a pas de conscience. C'est-à-dire qu'il n'a pas la capacité de faire des choix, de décider, d'avoir un impact dans le monde, de sorte que, comme il ne possède pas cette conscience, il ne peut être considéré comme un être humain. Je ne dis pas que c'est l'argument de toutes les personnes pro-choice. Je dis que c'est un argument que j'ai pu entendre, que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux et même de personnes connues, de personnes scientifiques, j'ai pu entendre et voir ça. L'argument dit donc qu'un être humain peut appartenir à la catégorie, à l'espèce appelée humain, sans être un être humain qui peut donc bénéficier du droit à la vie puisqu'il n'a pas de conscience comme un homme normal. Cette façon de penser est corroborée par un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme qui est une des plus grandes cours en matière de protection des droits de l'homme et qui a affirmé dans l'affaire VO contre France de 2004 que le fœtus n'est pas considéré comme une personne au sens de la Convention, au sens de l'article 2 de la Convention qui protège donc le droit à la vie. Ce qu'elle dit dans l'affaire, et je vais simplifier pour les personnes qui ne sont pas juristes pour que ce soit accessible. Donc s'il y a des personnes juristes qui regardent cette vidéo, comprenez que je vais essayer de restituer dans les meilleurs termes possibles la vie de la Cour, mais que si cela semble simplifié, c'est pour les besoins de la compréhension de tous. La Cour n'a pas voulu dans cette affaire se positionner sur le moment où commence la vie. Elle a affirmé, et c'est compréhensible, qu'il n'y a pas de consensus européen sur la définition du droit à la vie. On va y revenir. Donc, puisque l'enfant n'aurait pas de conscience, il n'a pas de nécessité de le protéger et d'empêcher l'avortement pour des raisons de protection d'êtres humains et de l'application du droit à la vie à cet embryon-là. Cet argument assimile l'humanité à la présence d'une conscience. L'enfant n'ayant pas de conscience, il n'y a pas de raison de le protéger. Le problème avec cet argument, c'est qu'on fait des classifications qui, dans leur application, sont dangereuses. On décide de protéger un certain type de personnes, alors même que le droit à la vie dans son essence est quelque chose qui s'applique et qui devrait s'appliquer à tous les êtres humains juste parce qu'ils sont humains. On décide qu'il y a une catégorie de personnes qui sont des personnes humaines, qui sont des individus biologiquement, mais qui ne doivent pas être protégés face à des personnes qui, elles, sont des individus également, mais qui, elles, sont protégées. Comment est-ce qu'on est capable de déterminer qu'un enfant a une conscience ou pas? C'est quelque chose dont on ne peut pas juger tant que l'enfant n'est pas encore sorti. Donc, comment appliquer un critère qui n'est pas vérifiable et risquer de doter la vie à une personne qui appartient à la même espèce d'être humain que nous? Ensuite, il existe des personnes sur la Terre qui sont physiquement présentes, qui sont déjà nées et dont on peut réellement douter qu'elles ont une conscience au vu des actions qu'elles posent. Devrions-nous distinguer entre ces personnes et ne pas leur appliquer le droit à la vie juste parce que ces individus-là ne semblent pas avoir une conscience selon ce que nous on considère comme étant conscience? Le simple fait qu'une personne est un humain, appartient à la catégorie d'humain, justifie la capacité à le protéger jusqu'à ce que cette personne sorte. L'autre problème avec cet argument que je trouve encore plus relevant, c'est le fait que faire des catégories entre différents êtres humains pour leur appliquer un certain type de comportement, c'est une forme de déshumanisation qui a été appliquée malheureusement dans l'histoire pour distinguer entre différents types de personnes. La déshumanisation est un mécanisme utilisé pour exclure un certain groupe de personnes d'une sphère juridique ou morale,
qui a été utilisé beaucoup dans l'histoire, notamment pour l'esclavage. La création de catégories juridiques distinctes d'êtres humains, c'est-à-dire qu'on est tous des êtres humains, mais la création de différenciations parmi ces êtres humains, certaines reconnues comme personnes, d'autres non, est une stratégie idéologique qui facilite la légitimation de certaines pratiques. Sur le long terme, ce processus de déshumanisation implique en déni la qualité d'humain à certains types de personnes, même si elles ont les caractéristiques d'humain, à cause de certains caractères que ces personnes présentent. Et c'est ce qui a justement permis l'esclavage, puisque les Noirs n'étaient pas considérés comme des personnes au sens juridique du terme, c'est-à-dire qu'elles n'étaient pas capables de droits et qu'elles n'étaient pas sujets de droits et d'obligations, qu'elles étaient considérées comme des choses, et c'était légitime à ce moment-là de leur appliquer des lois et des règles différentes parce qu'elles n'étaient pas considérées comme des personnes au sens juridique du terme. La personne juridique doit être née, vivant et viable. Donc tant que tu n'es pas, tant que tu n'es pas né, tant que tu n'es pas sorti du ventre, tu n'es pas un être humain. Et ce que je suis en train de dire, c'est que le même système de réflexion qui a permis et justifié qu'on puisse distinguer entre des individus pour leur appliquer des règles différentes, c'est le même système de réflexion qu'on utilise également pour l'avortement et pour justifier que des individus qui appartiennent à la catégorie d'êtres humains ne sont pas protégés de la mort, puisque l'avortement ôte l'enfant de l'utérus de la mère, justement parce qu'ils n'appartiennent pas à la catégorie d'êtres humains. Je ne suis pas en train de dire que l'esclavage et l'avortement sont la même chose. Pas du tout. L'esclavage s'inscrit dans un large contexte qui implique les enjeux racistes, économiques et religieuses. Ce n'est pas les mêmes situations. Ce que je dis en revanche, c'est que le même système qui a permis de faciliter l'implémentation de ce système de discrimination est le même système qui est appliqué également pour l'avortement. Certaines personnes considèrent que ça ne s'applique tout simplement pas parce que l'enfant n'est pas encore né. Mais peu importe en soi qu'il soit né ou pas, parce qu'il possède déjà les capacités, les attributs de l'être humain. On est juste une société qui avons décidé que le fait que le fœtus entre dans la catégorie d'être humain ne nous suffit pas pour empêcher l'avortement. Ça signifie qu'on a décidé d'être une société qui fait une distinction entre la définition scientifique avec la définition légale du début de la vie. Et ce n'est pas parce que quelque chose est écrit dans un texte de loi que c'est ce qui doit être appliqué pour toujours. De la même façon que les lois sur l'esclavage étaient abolies, de la même façon, la définition juridique de l'enfant peut changer, peut évoluer, et c'est ce que je défends dans cette vidéo, parce que la réalité scientifique n'est pas ce qui est écrit dans les textes de loi. Et à ce stade, lorsque je tiens ce genre de discours, la plupart des personnes penseront que je déteste les femmes. Parce que revenons à ce qu'on disait au départ, le droit à l'avortement, à l'origine, n'était pas fondé sur la protection de l'enfant, mais était fondé sur la protection de la femme. Il était fondé sur le fait de pouvoir donner la capacité aux femmes de pouvoir disposer librement de leur corps. La vérité, c'est que les raisons scientifiques, juridiques, littéraires ou peu importe n'ont aucune importance. Parce que la réalité, c'est que les femmes veulent avorter pour se sentir protégées et qu'elles ont l'impression que lorsqu'on leur prend leur droit à l'avortement, on entend de leur ôter leur capacité de disposer de leur corps, pouvoir à un moment donné ne pas porter une grossesse. Voilà le vrai point. C'est la raison pour laquelle tout ce que j'ai dit jusqu'ici, ce n'est pas le nœud du problème. Parce que l'avortement dans son origine a été conçu et créé dans l'idée de protéger les femmes. Écoutez, la vérité c'est que si j'apprends pas je ne sais quelle magie, que là tout de suite je suis enceinte, bien sûr que j'aurai peur. Bien sûr que j'aurais envie de trouver une solution pour ne juste pas avoir à gérer ça. Bien sûr que je me sentirais mal. Bien sûr que c'est quelque chose que j'aurais aimé de me dire que j'ai la possibilité de ne pas pouvoir garder cet enfant et de pouvoir faire comme s'il n'existait pas et de passer à autre chose. Bien sûr que j'y penserais. Peut-être même que j'aurais envie de le faire. Mais ce que je suis en train de dire, qui va être sûrement la raison pour laquelle j'aurais envie de ne plus regarder cette vidéo, c'est que si je le fais, j'aurais tué un être humain. Utiliser le mot tuer n'est pas pour être méchante, n'est pas pour juger les femmes qui ont commis un avortement, mais que c'est pour qu'on se rende compte de la gravité de la situation.
De la même façon que dans les situations de viol, on utilise le mot viol pour que les personnes puissent se rendre compte de la violence de l'acte, pour qu'on ne puisse pas dénier aux femmes à quel point ce qu'elles ont subi est grave. On utilise le mot qui rend compte de la situation pour que les personnes et les gens autour se rendent compte que c'était quelque chose qui est mal et qui ne doit pas se reproduire. De la même façon, dans nos discours, on dilue ce que ça représente un avortement. Ça fait que la conscience de l'action qu'on est en train de poser disparaît de nos têtes. Déshumanisation. Est-ce que vous avez déjà assisté à un avortement? Vous avez déjà vu à quoi ça ressemble? Dans les prochaines secondes qui arrivent, je vais mettre une image, une vidéo qui montre comment un avortement se fait. Ne la regardez pas si vous savez qu'elle va vous traumatiser. Mais je veux qu'elle soit incluse dans cette vidéo pour qu'on voit de quoi on est en train de parler. Is being sucked out from around you. Suddenly, there's a cold metal forceps grabbing your right leg, and then it's yanked off. Limb from limb, you are being torn apart in the very womb of the mother who created you and gave you life. This is where you were supposed to be the safest and most loved. Si tu regardes cette vidéo et qu'à un moment donné, tu as vécu un avortement ou que tu as fait un avortement, que tu penses à avorter, je t'en supplie, ne le fais pas. Cette vidéo n'est pas là pour faire culpabiliser qui que ce soit, mais c'est pour qu'on comprenne l'impact des actions qu'on pose et des relations qu'on est en train d'avoir avec un human. Je ne déteste pas les femmes. Ce que je déteste, c'est le système qui nous a fait croire que tuer nos enfants nous protégeait. J'ai vu une vidéo qui disait que les conséquences d'un avortement ne seront jamais aussi graves que les conséquences de porter une grossesse que tu n'as pas voulu, de devoir garder un enfant, etc., etc. C'est totalement faux. Le nombre de femmes qui ont des traumatismes juste après leur avortement et dans les années qui suivent est insane. And I think the part that traumatized me the most was seeing the clot, seeing the embryo in my bathtub. So I picked it up and I was just holding it for the longest time. And I wish I would have known that going through an abortion is one of the hardest things a woman can go through. All the means in the world to do it on my own. But I thought, I did it so that it would benefit not just me, but also everyone else. I'm just so broken. What's really devastating about this video are the hundreds of comments that say exactly the same thing. Going through the same thing after a forced abortion where he dumped me 9 days later. I was 12 weeks, 4 days about 2 weeks ago. My abortion absolutely broke me and I hate myself. Je ne déteste pas les femmes, au contraire. Ce que je déteste, c'est qu'on n'utilise pas les moyens qu'on met en place pour protéger l'avortement, pour encadrer et gérer les femmes en phase de grossesse. Parce que c'est difficile de se retrouver dans une situation de grossesse. C'est difficile de se retrouver dans une situation où tu ne peux compter que sur toi parce que tu es la seule dans la situation. En tout cas, c'est comme ça que les femmes qui se retrouvent enceintes le perçoivent. Au lieu d'encadrer l'avortement, encadrons la grossesse. Si une femme veut avorter, elle avortera. Et souvent à ses risques et périls. Et la plupart des personnes qui sont pro-choice considèrent que, justement, puisque les femmes risquent d'avorter, peu importe les raisons qu'on va soulever, autant encadrer l'avortement. En réfléchissant comme ça, on se dit, tiens, au lieu que 2 personnes perdent la vie, perdons seulement la vie d'une seule. Pourquoi ne pas encadrer les grossesses? Parce que oui, je crois vraiment que si les choses ne sont pas mises en place, si les mécanismes ne sont pas mis en place pour protéger les femmes lorsqu'elles sont en période de grossesse, pour les accompagner, pour leur donner de l'aide, pour mettre en place des systèmes financiers où l'argent ira de sorte à encadrer et à créer des endroits qui protègent et qui aident les femmes qui se retrouvent enceintes. J'ai vu un argument qui disait si les femmes n'ont pas le droit d'avorter, alors les pères devraient payer une amende à chaque fois qu'ils abandonnent leur copine. Et j'ai trouvé ça drôle, honnêtement. Parce que cette question d'avortement, ce que je vois, c'est de la peur. De la peur de se retrouver seule, de la peur de devoir gérer toute seule une grossesse, de la peur de mourir pendant la grossesse, de la peur de ne pas pouvoir s'en sortir. Alors au lieu de permettre qu'on puisse ôter la vie à des êtres humains, au lieu de cautionner et d'accepter le meurtre de milliers, et non, je n'ai pas arrêté d'utiliser le mot meurtre parce que c'est ce qui se passe. Protégeons ces femmes. Apprenons aux pères à être des pères. En fait, il y a tellement de plans, de piliers qui doivent changer pour que ce soit faisable. Est-ce que c'est la seule question? Bien sûr que non. Parce que je vois énormément de femmes qui avortent juste parce que c'est possible. Juste parce que c'est devenu drôle, c'est devenu accessible. Et ça aussi, c'est un problème. I had like 8 abortions in total.
I had 2 abortions this year. Même le système de hook-up culture, qui fait que les individus considèrent que le fait d'avoir des rapports sexuels ici et là, ce n'est pas un problème, participe au fait que des gens se retrouvent avec des grossesses non désirées. Même le fait qu'être mère aujourd'hui est dévalué, et il y a tellement de vidéos qui en parlent, participe également à ce que des personnes prennent peur lorsqu'on parle de maternité, prennent peur lorsqu'on parle de grossesse et choisissent l'avortement. De même, le fait qu'on ne protège pas assez les enfants et les jeunes face à la pornographie développe des addictions très tôt chez les jeunes, de sorte qu'ils n'arrivent pas à s'empêcher d'avoir des relations sexuelles, deviennent addicts à ces relations sexuelles, tendent, et surtout chez les hommes, à voir les femmes que comme des objets, de sorte qu'ils n'arrivent plus en général à être committed, être responsables et s'enfuient lorsque les grossesses arrivent. Il y a un ensemble d'éléments qui, bout à bout, peut faire l'objet d'une vidéo de 1 heure. Ça va plus loin. Alors je veux dire à une fille, à une femme qui regarde cette vidéo, si tu es tombé dessus par hasard, si tu n'avais pas envie de regarder, au final tu as regardé, je t'en supplie, n'avorte pas. Ne tue pas ton bébé, parce que c'est ce que tu as fait, et tu vas le regretter. Cet enfant que tu portes, il a une importance, et je sais que c'est difficile. Peut-être que tu penses que je ne sais pas, et oui, je ne suis pas avec toi, mais il a une vie. Je t'en supplie, ne le tue pas. Hi, sur le même point de ce que je disais tout à l'heure, if you are looking at this video, please, I beg you, listen to what has been said and don't just kill someone. Je sais que je n'ai pas couvert tous les sujets dans cette vidéo. Je voulais parler du cas des femmes qui se font violer. Je voulais également parler des grossesses indésirées. Je voulais également parler des grossesses qui arrivent très tôt, donc pour les jeunes filles entre 9 et 15 ans. Je voulais approfondir les différents points sur le fait que la hook-up culture, que la dévaluation de la maternité participe à cette attraction sur l'avortement. Donc j'aimerais faire une autre vidéo sur ces points-là pour les approfondir et pour être plus clair sur les différents domaines, les différents aspects, ce qu'on peut améliorer, qui permettrait de protéger les femmes qui sont enceintes de sorte à sortir de l'avortement. Je n'ai pas la naïveté de croire que le monde dans lequel on est va interdire complètement l'avortement. Mais je crois sincèrement que si 1, 2, 5 ou 10 personnes décident de prendre ce sujet au sérieux parce que ça l'est, something can happen. Donc c'est la deuxième vidéo que j'aimerais faire. Et j'aimerais faire une troisième vidéo également, toujours sur l'avortement, pour parler plus des implications spirituelles de l'avortement. Dans cette vidéo, je n'ai pas voulu le faire parce que je voulais vous démontrer que c'est possible sans aucun avis religieux, qu'il ne s'agit pas de religion, comme j'en ai parlé dans cette vidéo, que ce soit au niveau de l'éthique, de la philosophie, de la biologie. Il y a des éléments intellectuels qui justifient de ne pas être pour l'avortement. Mais j'aimerais faire une autre vidéo parce que ça m'intéresse et parce qu'il y a tellement à dire sur le volet spirituel de l'avortement. Je voudrais parler du culte du sang. Je voudrais parler du lien entre le corps de l'enfant et le corps de Christ. Je voudrais parler des différents dieux qui interviennent dans le sacrifice des enfants. Je voudrais parler de l'ensemble de ces choses. Je ne pouvais pas le faire dans cette vidéo sans perdre en concision et en précision pour ce que j'avais comme objectif avec cette vidéo. Donc je vous en prie, dites-moi dans les commentaires, vraiment dites-moi si vous êtes intéressé par les 2 autres vidéos. Elles ne sortiront pas nécessairement la semaine prochaine parce que comme vous avez pu le constater, je suis ailleurs. So, it's going to be another video. Mais qu'on puisse aborder ces points-là, pas seulement de façon ponctuelle, pas seulement une fois en passant, mais que ce soit quelque chose qu'on parle de façon récurrente sur cette chaîne YouTube. Parce que ça m'intéresse, et parce que c'est grave, et parce que it is a very important thing. Donc je veux juste terminer cette vidéo en disant à une fille, à une femme, à un homme qui a peut-être une copine qui est enceinte, please, réfléchissez bien avant de prendre une décision. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la semaine prochaine.